montée en puissance des forces armées de l'AES, la Russie s'engage à appuyer la future force unifiée de la Confédération des États du Sahel et augmenter ses capacités de combat. Les deux parties entendent également renforcer leur partenariat diplomatique et hisser le volume de leurs échanges commerciaux à un niveau supérieur. Sortis de la toute première promotion des élèves gardiens de paix de police, ils sont 600 éléments, dont 23 personnels féminins. Ces gardiens de paix de police ont prêté serment aujourd'hui. Ils s'engagent à servir la patrie avec détermination et loyauté. Citoyenneté et valeurs culturelles, c'est le thème d'une conférence inaugurale animée ce matin par des acteurs culturels. Objectif, faire de la culture un levier de transformation sociale. L'événement s'inscrit dans le cadre des activités de l'année de la culture. Le dernier hommage de la nation à Djiguiné Atoumagakou. Les hommages lui ont été rendus ce matin sur l'esplanade du stade du 26 mars. Des témoignages sur le parcours de cette combattante des droits des femmes et de la souveraineté du Mali. La cérémonie s'est déroulée en présence de plusieurs personnalités, dont le président du CNT. Ravi de vous retrouver pour ces 20h. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Je le disais, la Russie va appuyer la future force unifiée de la Confédération des États du Sahel et augmenter ses capacités de combat. C'est l'engagement pris par le ministre russe des Affaires étrangères. Sergei Lavrov a rencontré aujourd'hui ses homologues de l'AES pour une première consultation à l'échelle confédérale. Les deux parties entendent renforcer leur partenariat diplomatique pour s'opposer à toute décision injuste et augmenter le volume de leurs échanges commerciaux. Un mécanisme de consultation AES-Russie sera également institué. Retour sur les conclusions de la rencontre avec nos envoyés spéciaux à Moscou, Bourama Traoré et Sidiki Balo. En ce début du printemps, le ciel russe est complètement dégagé. Pas un seul nuage. Un bon reflet des relations qui unissent ces pays à la Confédération des États du Sahel. Fait illustratif, la Russie est le premier pays à reconnaître la jeune confédération une semaine après sa création. Pour donner du poids à ces relations, le chef de la diplomatie russe reçoit ses homologues de la Confédération des États du Sahel. Une première rencontre aux allures de consultation sur des questions majeures. Au plan sécuritaire, par exemple, la Russie entend soutenir la future force unifiée de l'AES. Souligner la volonté de Moscou d'augmenter le potentiel des forces unifiées des États du Sahel, augmenter leur capacité de combat, la capacité des forces armées nationales de chaque pays, former les cadres militaires et les employés des forces du maintien de l'ordre. Aujourd'hui, nos unités travaillent dans le cadre d'opérations conjointes entre les trois pays qui donnent des résultats considérables sur le terrain avec la neutralisation de beaucoup de groupes terroristes dont certains se sont rendus aux autorités. Aujourd'hui, nous évoluons dans le cadre d'opérations militaires conjointes. L'objectif pour nous est d'arriver à mettre en place une force unifiée de la Confédération des États du Sahel pour mutualiser nos efforts dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Dans le domaine économique, la Confédération AES et la Fédération de Russie ont une convergence de vues. Les deux parties se réjouissent du volume des échanges commerciaux multiplié par 10, mais insuffisant selon le chef de la diplomatie russe qu'il convient de revoir à la hausse. Il ne faut pas nous arrêter ici puisque les chiffres restent assez modestes et ces chiffres ne correspondent pas à nos potentialités. Aujourd'hui, nous avons abordé cette question et nous sommes convenus afin de renforcer le fondement matériel de notre coopération, de prendre des mesures supplémentaires, des mesures concrètes qui sont en train d'être formulées pour mettre en œuvre des projets économiques prometteurs au niveau de relations bilatérales entre la Russie avec chaque pays et dans le contexte des relations entre la Russie et l'Alliance des États du Sahel compte tenu la formation de cette nouvelle association.
Récemment, nous avons mis en place un prélèvement confédéral qui permet de prélever 0,5% des importations pour pouvoir financer le fonctionnement de cette confédération, mais aussi en même temps pouvoir financer la banque d'investissement, mais aussi financer les différents projets structurants dans notre souci d'avoir une organisation qui soit autonome, mais qui soit financée principalement par nos ressources, même si nous restons ouverts à différents partenariats sans qu'ils puissent prendre le contrôle de notre organisation. Concernant le volet diplomatique, la Confédération et la Fédération veulent intensifier leurs partenariats sur la scène internationale afin de constituer un verrou contre les décisions non justes. Par exemple, quand au Conseil de sécurité de l'ONU, on tente de faire passer des décisions qui ne sont pas acceptable pour les pays membres de l'AES, la Fédération de Russie fait tout en sorte que ces décisions ne soient pas passées. Nous avons abordé les aspects liés à la sortie du Mali, du Burkina Faso et du Niger de la CEDEAO. Nous avons abordé les principes pour normaliser la coexistence de ces deux associations. La Russie est prête à aider à la normalisation du dialogue constructif entre ces associations. Si nos services sont nécessités, nous sommes ravis de vous aider. Je me réjouis du fait qu'aujourd'hui, nous ayons pour la première fois, comme le ministre Lavrov l'a indiqué, que le drapeau de l'AES soit monté en dehors de l'espace AES pour la première fois. C'est aujourd'hui ici. Nous sommes aussi convenus, nous nous en réjouissons de l'établissement d'un partenariat stratégique entre l'AES et la Russie sur les questions de sécurité, mais comme sur les questions de développement et de coordination diplomatique. Ces conclusions sont contenues dans le communiqué qui a sanctionné cette première rencontre entre la Confédération des États du Sahel et la Fédération de Russie. Les deux entités s'engagent à instituer un mécanisme de consultation AES-Russie pour faciliter la mise en œuvre des différents engagements. Et nous restons à Moscou où le ministre russe des Affaires étrangères a échangé avec son homologue malien. Au cours de cette rencontre bilatérale, les questions de défense et de développement ont été abordées. Les deux pays expriment leur volonté à aller encore plus loin dans leur coopération pour faire face aux défis du moment, dont le terrorisme. Nous retrouvons nos envoyés spéciaux à Moscou, Bourama Traoré et Sidiki Balo. La géographie est un atout plus qu'un handicap entre le Mali et la Fédération de Russie. Deux pays qui ne partagent pas les mêmes continents, mais liés par le développement et la solidarité. Au plan bilatéral, Moscou et Bamako se targuent d'avoir des liens forts et historiques. Nous intensifions nos contacts en matière de la coopération de la défense. Et ici, nos représentants rencontrent leurs collègues. Ils participent notamment dans la préparation de vos cadres militaires, mais aussi, bien sûr, des cadres civils. Et c'est aussi un aspect très important humanitaire de notre coopération. Nous avons des contacts assez étroits en ce qui concerne la politique étrangère, notamment au sein de l'Organisation des Nations Unies. Nous nous entretenons au sein du groupe d'amis pour la défense de la Charte. Il y a aussi d'autres formats dans lesquels nous coopérons. Et bien sûr, avant tout, c'est le partenariat Russie-Afrique. Ici également, l'appui russe au Mali dans le domaine militaire a été également évoqué et fortement salué, ce qui permet aux forces armées maliennes de régner en maître absolu sur l'ensemble du territoire national. Les échanges de délégations officielles comme du secteur privé ont été assez intenses entre nos deux pays. Et je tiens encore une fois à réitérer la gratitude du Mali à la Russie pour son soutien constant et sans réserve à notre pays. Je dois dire que la Russie a été à certains moments pratiquement un des seuls ou le seul partenaire à défendre le Mali, y compris dans des circonstances où même d'autres pays africains ont été assez hésitants à nous apporter un appui. Le volet le plus important de notre coopération qui concerne la défense et la sécurité se porte bien. Se porte bien et appelé à se renforcer davantage afin de consolider l'axe Bamako-Moscou. En tout cas, c'est la volonté commune affichée à l'issue de la rencontre.
Ici à Bamako, le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel a reçu les membres de la CNDH et ceux du Conseil économique, social, environnemental et culturel de l'Union africaine. Au centre des échanges, les questions des droits de l'homme et la promotion des droits des jeunes et des enfants. Le compte-rendu de ces audiences avec Awadis Makamara. Le Conseil économique, social, environnemental et culturel ouvre grandement ses portes au nouveau commissaire de la Commission nationale des droits de l'homme. Le professeur Al-Kadri Diarra et son équipe sont venus présenter au président de l'institution les missions de la CNDH dans la promotion et la protection des droits de l'homme. Les échanges ont aussi porté sur les efforts des autorités de la transition dans la promotion des droits de l'homme. Les membres de la CNDH ont sollicité le soutien du président Katilé dans l'accomplissement de leur mission. Et nous sommes très contents que c'est le Conseil économique qui puisse accorder cette audience-là et avant toutes les autres institutions. L'audience a été vraiment une audience très très remarquable avec des échanges très très fructueux au bénéfice de la défense des droits de l'homme. À la suite de la délégation de la CNDH, le président fraîchement élu du Conseil économique, social et culturel de l'Union africaine, la délégation a reçu les félicitations du président Yacouba Katilé. Nous avons échangé sur les possibilités de synergie d'action, sur les possibilités aussi de collaboration entre nos deux organes. Le président de la transition, son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, a décrété l'année 2025 comme étant l'année de la culture. Donc par rapport à cela, comment nous pouvons ensemble faire rayonner la culture malienne au niveau continental et international. Dans les prochains mois, nous allons ensemble mener, nous l'espérons, un certain nombre d'actions. Un agenda bien rempli avec des sujets d'intérêt commun comme les droits de l'homme et l'épanouissement des jeunes et enfants. Les hôtes du jour repartent avec le sentiment du devoir accompli car ayant bénéficié d'une oreille attentive. Les officiers stagiaires de la 27e promotion de l'école de gendarmerie de Faladje à la découverte des institutions du Mali. Ils étaient ce matin à la Cour constitutionnelle. Ils étaient 45 officiers à rendre visite aux membres de la 5e institution pour connaître son fonctionnement, une expérience qui servira à enrichir le cursus de ces officiers. Reportage Mamadou Fani. La Cour constitutionnelle, 5e institution de la République, ouvre ses portes à l'école des officiers de la gendarmerie de Faladje. Cette immersion des officiers stagiaires du Mali, du Burkina Faso, du Niger, du Togo, de la Guinée-Conakry s'inscrit dans le cadre de la formation pédagogique des officiers stagiaires. Il s'agit pour ces officiers de s'imprégner du fonctionnement de cette institution. Le cours supérieur, dans leur cursus de formation, la vie des institutions est programmée. C'est dans ce cadre que nous sommes aujourd'hui au niveau de la 5e institution de la République, de la Cour constitutionnelle, pour venir d'abord s'enquérir du mode de fonctionnement, du mode de saisine, et éventuellement avoir au moins les conseils des sages de la Cour constitutionnelle en matière. Nous avons qu'on a été émerveillés par rapport au mode de saisine, façon dont les contentieux, les différents contentieux sont guidés au niveau de la Cour constitutionnelle, les délais à partir duquel la Cour est saisie et les délais à partir duquel aussi le contentieux est guidé. Le doyen des juges de la Cour a pour sa part fait une brève présentation de son institution avant de rappeler aux officiers stagiaires que sécurité et respect des droits vont de pair. Dans le contexte qui est le nôtre aujourd'hui, un contexte marqué par des menaces qui perturbent la stabilité de nos États, la sécurité s'impose. Elle doit s'imposer comme un droit fondamental. C'est dire que la Cour a besoin de l'appui de tous, de votre concours. Vous qui êtes en quête de connaissances sur les institutions de la République, en nous rendant visite ce matin, je vous invite au soutien et à la défense des valeurs républicaines, au maintien de l'ordre public dans les conditions déterminées par la loi. Au sortir de ces échanges, les officiers stagiaires se disent comblés de discussions avec les membres de la Cour constitutionnelle. Ils ont salué l'esprit de collaboration de la 5e institution de la République.
Sortie de la toute première promotion des élèves gardiens de paix des polices, cette première cohorte fait suite au processus de militarisation de la police nationale. Elle est composée de 600 éléments dont 23 personnels féminins. Cet autre maillon essentiel au sein de notre police nationale va contribuer à renforcer les capacités opérationnelles de nos forces de sécurité, surtout dans le cadre du maintien de l'ordre et de la protection des citoyens et de leurs biens. Ces gardiens de paix des polices ont prêté serment à l'École nationale de police Amadou Touré dit Gandhi pour servir la patrie avec détermination et loyauté. On fait le point de cette sortie de promotion avec Aridjou Matina et Djili Maganjabati. De nouveaux éléments pour la police nationale du Mali. Au total, 600 élèves de gardiens de paix de police, dont 23 personnels féminins, viennent de prêter serment devant le drapeau national, emblème de la patrie. Un acte solennel par lequel les éléments s'engagent à respecter les valeurs fondamentales des forces armées, de défense et de sécurité. De servir les intérêts de l'État avec dévouement, loyauté et intégrité. D'apporter aide et protection aux citoyens. Suivant des réformes entreprises avec la militarisation, la police nationale, outre le corps des commissaires de police et celui des sous-officiers, enregistre désormais le corps des gardiens de paix. Et cette première promotion de cet autre maillon essentiel de la police nationale, désormais apte à servir le pays, a fait 45 jours de formation professionnelle après 5 mois de formation militaire où elle a renforcé ses compétences nécessaires pour exercer le métier avec honneur, responsabilité et intégrité. Je tiens à souligner ici que les élèves gardiens de paix ont fait preuve de courage, de détermination et d'une discipline remarquable tout au long de cette formation. Les résultats obtenus à l'issue des évaluations de fin de formation témoignent de leur engagement et de la qualité de leur travail. À titre d'exemple, une moyenne militaire, comme vous le savez, s'établit à 12 sur 20, ce qui signifie que l'ensemble des élèves ont dépassé ce seuil avec un taux de réussite de 100%. Avec une moyenne de 17,45, c'est le gardien de paix Moussa Koulibaly qui est le major de cette promotion 2023. Il est suivi des gardiens de paix Suleiman Kane et Ladji Sogoba. Au moment où notre outil de défense s'adapte aux nouvelles formes de menaces à travers des réformes majeures, ainsi tout laisse à croire que cette promotion des gardiens de paix contribuera à renforcer la mise en œuvre de l'architecture de défense et de sécurité. Cette promotion jouera un rôle majeur dans la mise en œuvre de l'architecture de défense et de sécurité propre à tous les corps d'armes de notre outil de défense, tant au niveau des équipes, groupes et sections de combat, voire au niveau compagnie. Elle répond aussi et surtout à la vision stratégique des plus hautes autorités de notre pays. Chers gardiens de paix, je vous rappelle que vous serez les premiers à intervenir pour toute mission de police, qu'elle soit administrative ou judiciaire. Vos aptitudes et connaissances militaires en armement, en combat, en règlement des services des armées, en service de garnison, entre autres, couplées avec celles des connaissances policières, tactiques, techniques, de maintien d'ordre, de gestes techniques professionnels d'intervention, vont contribuer à asseoir une plus-value dans vos missions. Ainsi commence le début d'un parcours professionnel exigeant avec des grands défis pour les 600 éléments qui devront mettre en pratique les connaissances acquises afin d'être à la hauteur des attentes et de mériter pleinement de la confiance de la nation dans l'accomplissement de leur mission régalienne. Des techniques de démonstration, une séquence de démontage et de remontage de l'arme AK-47, ensuite une séquence de maintien d'ordre pour maîtriser des groupes de manifestants et un défilé militaire ont également marqué cette cérémonie de sortie de la première promotion des élèves gardiens de paix de police nationale du Mali.
Le forum annuel de Sasakawa Africa Association réunit à Bamako les parties prenantes de l'association. La rencontre fait le bilan des actions menées en 2024 et se penche sur les perspectives de 2025. Le thème retenu à cet effet est la professionnalisation des organisations de producteurs pour améliorer leur accès au financement et au marché et leur résilience. L'ouverture des travaux était présidée par le ministre de l'Agriculture, nous dit Batraouri. Sasakawa Africa Association SAA au Mali est cette organisation de soutien au monde rural à travers 3 axes stratégiques qui sont l'agriculture régénératrice, l'agriculture sensible à la nutrition et l'agriculture orientée vers le marché. Le forum annuel est un cadre privilégié d'échanges et de concertation entre les parties prenantes de l'organisation. Ceci pour dresser le bilan des acquis et faire des projections en termes de plan de travail. Au cours de 2024, nous avons mis en œuvre tout l'ensemble de notre programme qui est porté sur les axes stratégiques, les 3 axes stratégiques de la stratégie en cours de SAA. Donc tout ce qui est formation, information et sensibilisation des producteurs autour de l'agriculture régénératrice, autour de l'agriculture orientée vers le marché, de l'agriculture sensible à la nutrition, afin que les producteurs puissent mieux produire, mieux vendre et mieux se générer du revenu pour prendre soin de leur famille. 2025 est la dernière année de la stratégie en cours et donc nous allons poursuivre toutes les actions entreprises de formation, d'information et de sensibilisation sur les mêmes thèmes afin de réaliser la vision de la stratégie. Au Mali, le secteur agricole représente plus de 30% du produit intérieur brut et emploie environ 80% de la population active. C'est pour toutes ces raisons que le gouvernement adhère au programme de Sasakawa Africa Association et soutient ses actions. Le thème choisi cette année, qui porte sur la professionnalisation des organisations de producteurs pour améliorer leur accès au financement et au marché et leur résilience, est d'une importance capitale pour le développement de notre agriculture. En outre, ce thème est en cohérence avec la vision 2063 de la plus haute autorité de notre pays. Par ailleurs, le thème de cette année est en parfaite adéquation avec les priorités stratégiques du gouvernement de la République du Mali qui accorde une place de choix à l'amélioration des capacités des exploitants et exploitantes agricoles dans sa politique de développement agricole. À l'ouverture de la rencontre, le président de Sasakawa Africa Association a, depuis le Japon, siège de l'organisation, adressé un message aux participants. Il salue et encourage la bonne collaboration entre le gouvernement du Mali et les acteurs du développement agricole. Le ministre de l'Énergie et de l'Eau a rencontré cet après-midi les cadres de l'EDMSA. Objectif, remercier et féliciter au nom du président de la transition le personnel de la structure dans leur travail au quotidien qui est la fourniture de l'électricité, une fourniture qui connaît une nette amélioration depuis le mois de Ramadan. Le ministre Djani a exhorté le personnel à maintenir le cap pendant la période de pic. Bouakar Bablin Touré pour plus de précisions. C'était un défi pour le gouvernement et EDMSA était chargé de l'exécuter. Il s'agit de la fourniture de l'électricité à la population malienne pendant le mois de Ramadan, selon un chronogramme bien établi. À l'heure de l'évaluation, le constat est satisfaisant. Voilà qui justifie la visite du ministre de l'Énergie et de l'Eau dans les locaux de EDMSA pour encourager et féliciter le personnel au nom du président de la transition. Pour ce mois de Ramadan, la fourniture d'électricité était un véritable challenge. Il fallait assurer à nos concitoyens un bon mois de Ramadan avec une alimentation correcte de l'électricité afin d'agrémenter les heures de prière, les moments de rupture. Bref, tous les secteurs d'activité devraient trouver leur compte. Cette amélioration a été possible grâce à votre détermination et votre engagement patriotique à relever le défi et cela malgré de nombreuses difficultés. Au nom du président de la transition, son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, chef de l'État, du Premier ministre, chef de gouvernement, je tenais à venir personnellement vous féliciter de vive voix pour vous dire toute la fierté, toute la reconnaissance de chef de l'État. Le ministre Djani a ensuite exhorté le personnel à prendre toutes les dispositions pour faire face à la période de forte chaleur, moment de grande consommation malgré le contexte difficile. Je vous encourage à rester mobilisés pour maintenir le cap
maintenir la dynamique enclenchée et faire face à la période de pic qui est déjà là. Nous devons redoubler d'efforts pour répondre à la forte et légitime demande des populations. Malgré le contexte particulier difficile, le gouvernement poursuivra les efforts en cours en vue de résoudre progressivement cette crise énergétique. Le directeur général de EDEM-SA a à son tour rassuré le chef du département de l'énergie de l'engagement du personnel à maintenir la dynamique. Les hommes de médias suivent depuis ce matin une session de formation sur la collecte, le traitement et la diffusion de l'information en période de crise, initiée par l'UNICEF en partenariat avec le projet PAFEM, projet de promotion de l'accès au financement de l'entrepreneuriat et de l'emploi au Mali. La rencontre de 2 jours vise à renforcer les capacités des participants dans le cadre de la gestion de l'information en temps de crise. Reportage Sorona Kamisugu. L'information peut avoir un impact positif ou négatif sur la gestion des conflits. Tout dépend du traitement accordé. C'est pour initier les médias à un meilleur traitement de l'information en période de crise que se tient cette formation au bénéfice d'une vingtaine de professionnels de médias. C'est dans cette perspective que sous l'égide de l'unité de gestion du projet PAFEM, établi par le ministère de l'économie et des finances pour superviser l'exécution du projet, l'UNICEF a proposé de former un réseau de 140 journalistes spécialisés en communication en situation de crise. Des ateliers de 2 jours seront organisés à Bamako, Mopti, Tombouctou et Gao, les zones ciblées par le projet PAFEM. Cette initiative s'inscrit dans la vision des plus hautes autorités du pays visant à permettre aux journalistes d'utiliser les réseaux sociaux de manière responsable, de traiter l'information de manière impartiale et de promouvoir la cohésion sociale. La formation va permettre aux participants de cerner les problématiques de la communication de crise, le journalisme sensible au conflit, le rôle des journalistes et des médias dans la prévention et la contribution à la résolution des conflits, le tout dans le strict respect de l'éthique et de la déontologie. Il sera aussi question des risques et des avantages des réseaux sociaux en période de crise. Cet atelier qui nous réunit aujourd'hui vise à améliorer votre connaissance sur les différents outils de communication et à vous aider à maîtriser vos rôles et responsabilités dans leur mise en œuvre participative et efficace. Ces outils, objets du présent atelier, permettront de s'assurer sans doute que les critères de sélection des activités donc du PAFEM, principalement dans le domaine des AGR et les TPIMO, ont été respectés à tous les niveaux. Et surtout, donc, de développer et diffuser des modules qui ont fait leur preuve dans d'autres zones de conflit en termes donc de prise en charge des conséquences comportementales et de l'exposition au traumatisme et à la violence, y compris la communication sensible au conflit. Cette session de formation s'inscrit dans le cadre de l'exécution du plan d'action du projet PAFEM, projet de promotion de l'accès au financement de l'entrepreneuriat et de l'emploi au Mali. Le CINI Énergie, Salon international du numérique, de l'innovation et des énergies renouvelables, se tiendra les 28, 29 et 30 avril prochains au CICB. Il s'agit d'une plateforme pour conduire la population malienne vers les TIC et les énergies renouvelables et leur permettre de proposer des solutions dans le but d'augmenter la production énergétique. Les initiateurs ont fait l'annonce à travers une conférence de presse suivie par notre reporter Abibatou Dit Koyan Djakiti. La technologie de demain et l'énergie du futur. C'est de cela qu'il sera question au CINI Énergie, le salon international du numérique, de l'innovation et des énergies renouvelables. Il sera organisé par Africa Digital et ses partenaires du 28 au 30 avril prochain au Centre international de conférence de Bamako. Avec ces 2 disciplines, on peut dire ainsi CINI sera. CINI sera parce que les technologies de l'information sont au cœur de la révolution numérique que nous vivons aujourd'hui. CINI sera parce que l'industrialisation du Mali, des pays de l'AES ou du continent africain se fera sur la base d'un développement énergétique édifiant, prédictible et prévisible. Le CINI, ce sont des rencontres qui permettront donc d'élaborer de nouvelles politiques de développement des TIC et des énergies, des solutions qui pourront contribuer à atténuer le délestage énergétique au Mali, qui connaît aujourd'hui une légère amélioration. Le Mali, depuis les années 1964, avait un laboratoire d'énergie solaire. Donc je pense qu'on ne peut pas
de comprendre aujourd'hui que le Mali est encore en retard par rapport à certains pays concernant ces domaines. Donc si on avait vraiment pris toutes les dispositions pour sensibiliser les gens et les orienter à utiliser les énergies renouvelables, on aurait pu éviter au moins ce problème que nous connaissons actuellement. Ce que je voudrais souligner, surtout qui est important pour nous, c'est les attentes de notre département vis-à-vis de ce salon-là. Nous avons d'énormes attentes qui sont, entre autres, de renforcer le leadership de notre région. Ils ont parlé de l'aspect AES de ce salon, c'est de renforcer le leadership de cette région-là dans le domaine des TIC. L'autre attente majeure, c'est vraiment de stimuler l'entrepreneuriat et l'innovation. À travers les panels prévus, gouvernement, jeunes et acteurs du secteur public et privé vont échanger sur les avancées technologiques pour mettre en avant les initiatives nationales en matière de transition énergétique. Des stands d'exposition seront implantés pour permettre aux entrepreneurs, notamment aux jeunes innovateurs, de montrer leur savoir-faire au monde entier. Une stratégie de développement spatial pour le Sahel et du plan d'action stratégique territorial de la zone transfrontalière du Liptako-Gourma sont à Bamako. Les membres sont réunis pour cet exercice ensemble. Ils identifient les zones transfrontalières où sont concentrés les investissements de développement. Cette session marque le début des travaux du comité interministériel, nous dit Daouda Kouni. Ils sont une vingtaine à prendre part à cet atelier de prise de contact des membres du Comité national de pilotage de l'étude d'évaluation d'une stratégie de développement spatial pour le Sahel et du plan d'action stratégique territorial de la zone transfrontalière du Liptako-Gourma. C'est pour présenter et installer les membres du comité, valider le règlement intérieur et faire un rapport diagnostic des documents. Nous formulons donc le vœu qu'à l'issue de cet atelier, les membres du comité technique interministériel valident le rapport SDSS afin que nous puissions véritablement amorcer la phase d'élaboration du PAS qui définira les projets prioritaires de la zone de Liptako-Gourma. Cette stratégie qui adopte une approche territoriale s'inscrit dans une perspective régionale basée sur la cohésion économique et sociale, l'accroissement global de la compétitivité de l'espace et l'équilibre des territoires constitutifs. Il faut noter que le Sahel traverse actuellement une crise marquée singulièrement par des dynamiques migratoires entre les territoires à l'échelle des pays, les effets du changement climatique et des conflits, avec pour conséquences majeures les chamboulements des orientations stratégiques des outils d'aménagement du territoire. Dans cette zone, les enjeux et défis sécuritaires et de développement ont conduit notre gouvernement, avec l'appui du programme des Nations Unies pour les établissements humains et le programme des Nations Unies pour le développement, à collaborer depuis octobre 2021 pour l'élaboration d'une stratégie de développement spatial pour le Sahel dans le cadre du projet de résilience dans le Sahel financé par le gouvernement suédois. Cet atelier de 2 jours marque le début des travaux du comité interministériel. Il a pour mission de suivre l'élaboration d'une stratégie de développement spatial pour le Sahel et du plan d'action stratégique territorial de la zone transfrontalière du Liptako-Gourma. Le représentant du ministre de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme a présidé ce matin l'ouverture de la conférence sur les thèmes citoyenneté et valeurs culturelles. Il s'agit d'expliquer à l'assistance en quoi l'intégration de nos valeurs culturelles dans notre vie de tous les jours contribue au rayonnement économique du pays. Il s'agit en d'autres termes de faire de la culture un levier de transformation sociale. Reportage Youssouf Diakité et Suleiman Diabati. Faire de la culture au Mali un levier de transformation sociale et économique, voilà la quintessence de la tenue de ces différentes activités dans cette conférence sur la thématique citoyenneté et valeurs culturelles. Il serait bien de connaître chez soi sa valeur culturelle, ses valeurs culturelles. Je ne cesserai de le dire, je suis Bambara, Bogouni, Sikasso, donc je connais, je chercherai à connaître. Donc pour qu'il y ait l'entente, nous prenons vers la paix. L'avant-charte de la paix. Nous tous, on a travaillé dedans.
Donc on est en train de chercher à avoir la paix dans notre pays. On ne peut pas avoir la paix sans se parler, sans s'écouter, sans se soumettre l'un à l'autre. Et c'est l'université Yambo Wologem du Mali qui reçoit la conférence du jour. Et c'est dans la mouvance de la matérialisation des activités du programme présidentiel Mali Culture 2025. C'est de comprendre que un peuple, ce qui est le socle, c'est que le propre d'un peuple, c'est sa culture. Et donc on ne peut pas parler, c'est que de citoyenneté à un peuple, c'est que qui ne connaît pas sa propre culture. Parce que c'est notre assise culturelle, notre substrat culturel qui assoit, c'est lui qui est le fondement et le soubassement de notre identité existentielle. Et donc si aujourd'hui on se dit qu'on est malien, qu'est-ce qui fait un malien? C'est sa spécificité culturelle. Et donc la citoyenneté a un fondement irremplaçable qui est la valeur culturelle, et les valeurs que nous incarnons sont les valeurs qui font l'identité malienne. Une initiative appréciée par l'assistance. Grâce à cette conférence aujourd'hui qui nous a réunis tous les étudiants ici à l'université, nous avons tiré une leçon, nos 5 valeurs androgènes au Mali, qui est Moroya, Morosebeya, Morosebedea, Oroya, Anisinangouya, avec nos différences ethnies. Dans l'esprit même de l'année de la culture, c'est de faire en sorte que chaque Malien, chaque Malienne soit impliqué dans la mise en œuvre de ces grands projets gigantesques, ces projets présidentiels. Donc, au lieu que les gens aillent vers la culture, nous amenons la culture vers les citoyens. L'objectif final, c'est de positionner le Mali comme référence mondiale en termes d'adoption et de valorisation de son patrimoine culturel. Les gros porteurs hors normes, hors gabarit et surchargés sont désormais interdits de circulation au Mali. Tout est mis en œuvre pour réussir l'opération destinée à protéger nos infrastructures, mais aussi les usagers de la route, selon le directeur national des transports. Au dire de Mamadou Sow, aux premières heures de l'opération, le nombre de véhicules ne répondant pas aux normes recensées au niveau des postes frontières reste très élevé. Je vous propose de l'écouter. C'est un extrait de l'invité de la semaine à suivre dans nos programmes ce soir. Pendant les 2 premiers jours, 581 véhicules ont été contrôlés. Il y a 270 véhicules qui sont conformes. Les normes dont les dimensions sont conformes à la réglementation. Et soit moins de la moitié. 313 véhicules sont non conformes. Soit plus de la moitié. Donc, alors, vous dites que la mesure a été partagée, approuvée par tout le monde. Vous savez, qu'est-ce qui explique cette situation? Voilà, vous savez, beaucoup de véhicules étaient sur le chemin de regagner les institutions portières pour aller se charger. 3 mois, monsieur le directeur. Oui, vous savez. Et beaucoup de véhicules, c'est ça. Donc, au retour de ce port, ils ont trouvé que la réglementation a commencé. Et même les véhicules... Mais ils ont eu 3 mois quand même pour aller revenir. Oui, 3 mois. Vous savez, il y a combien d'ateliers? Voilà. Et beaucoup, vous savez, les Mamalais aussi, c'est aussi fait un peu la faute aussi à l'État, souvent. Quand on prend une décision au niveau national, les Maliens pensent qu'il y a toujours un recul à faire. On viendra, on fait la pression sur l'État, et on viendra dire non, on n'est pas prêt, on n'est pas sensibilisé, reporter, donnez-nous encore 2, 3, 4 mois. Les Maliens, ça c'est... on est habitué à cela. Mais ça veut dire que la mesure n'est pas aussi partagée que ça. Si. Vous avez été témoin de cela. Au Burkina Faso, une forte quantité de cyanure, environ 900 sacs de 50 kg d'une valeur de plus de 160 millions de francs CFA, a été saisie ce matin par la brigade d'enquête et de recherche de l'Ouest. La coordination nationale de lutte contre la fraude était face à la presse à Bobo Dioulasso pour présenter ces produits dangereux. Ismaël Saturin, Paris et Hassan Gourabou pour le compte-rendu. Une autre preuve que la coordination nationale de lutte contre la fraude ne sommeille guère dans la lutte contre la fraude au Burkina Faso. La brigade d'enquête et de recherche de l'Ouest a pu mettre la main sur ce camion transportant des produits chimiques dangereux, notamment les cyanures. Nos équipes ont déniché la super chérie en cours sur l'axe Bobo-Bama
le 4 mars 2025. Les fraudeurs ont-ils précisément transvasé le cyanure dans des sacs ordinaires estampillés aliments bétail? Pour parachever leur basse besogne, ils ont choisi de saupoudrer le chargement avec quelques sacs de tourteaux. Au décompte total, la CNLF aurait saisi 880 sacs de 50 kg de cyanure d'une valeur de 154 millions et 18 tonnes de tourteaux enfouis d'une valeur de 6 480 000 francs. Valeur marchande des produits frauduleux, extraits des circuits commerciaux, 160 480 000 francs CFA. Le cyanure est un produit dangereux dont le traitement est assujetti à des dispositions réglementaires au Burkina Faso. Les fausseurs, ne disposant d'aucun document d'homologation pour importer ce produit, sont en porte-à-faux avec la loi. C'est donc dire que nous sommes en face d'un acte illégal qui tombe sous le coup du décret 2023 portant conditions de production, d'importation, de transport, de détention, de stockage, d'utilisation des produits ou substances chimiques dangereux et d'élimination des déchets dangereux. Face à ce manquement grave, mes services ont tout naturellement invoqué les termes de l'article 73 du même décret. Toute violation des dispositions du présent décret est sanctionnée par le paiement d'une pénalité correspondant au double du montant dû, d'appliquer d'autres sanctions administratives, de saisir et confisquer les produits ou substances chimiques dangereux en cause et d'engager des poursuites judiciaires, le cas échéant, conformément aux dispositions du Code de l'environnement. À travers toutes ces actions, la CNLF entend apporter avec détermination sa part contributive à l'assainissement des milieux économiques et financiers en barrant la voie à la fraude. Mais pour réussir cette mission, la collaboration des populations est impérative. Les forces de défense et de sécurité du Niger ont mené cette semaine des opérations de grande envergure visant à neutraliser les groupes armés terroristes. C'est ce que nous dit Jocelyne Amoussou. Dans la région de Tillabéri, sur la rive droite du fleuve, dans le cadre de la lutte contre l'orpaillage clandestin et ses conséquences sécuritaires, une patrouille des forces de défense et de sécurité basée à Tamou a mené le 31 mars 2025 une opération de démantèlement d'un site illégal situé dans la localité de Kaleyenu. L'intervention a permis l'évacuation des occupants et la destruction complète des installations utilisées pour l'exploitation illicite de l'or. Par ailleurs, à Torodi, dans la nuit du lundi 31 mars au 1er avril, vers 5 heures du matin, une tentative d'infiltration a été déjouée à proximité d'une position des forces de défense et de sécurité. Un individu se déplaçant discrètement à vélo a tenté de s'approcher des installations militaires, vraisemblablement pour recueillir des renseignements. Repéré par la sentinelle en poste, il a refusé d'obtempérer aux sommations et a été intercepté après avoir été légèrement blessé à l'épaule par un tir d'avertissement. Lors de la fouille, plusieurs téléphones portables ainsi que des documents compromettants confirmant ses intentions malveillantes ont été retrouvés en sa possession. Il a été mis à la disposition des services compétents pour interrogatoire à l'est du pays, dans la région de Difa, dans le cadre de l'opération Nalewa Dole. Le dimanche 30 mars dernier, les éléments du poste militaire de reconnaissance de Bosso ont arrêté 2 membres actifs de Boko Haram alors qu'ils s'apprêtaient à rejoindre leur groupe criminel après un séjour auprès de leur famille. Parallèlement, un détachement des forces de sécurité a découvert à Toumour un important dépôt logistique ennemi. Le matériel saisi comprenait des vivres, des équipements destinés à la fabrication d'engins explosifs improvisés, ainsi que divers produits dopants utilisés par les criminels pour endoctriner leurs nouvelles recrues et les préparer au combat. En marge des opérations, les forces de défense et de sécurité continuent de renforcer leurs liens avec les populations civiles. Dans ce contexte, des centaines de kits alimentaires ont été distribués aux personnes démunies afin de soutenir leur résilience et de leur permettre de célébrer le dimanche dernier la fête de Ramadan dans de meilleures conditions.
En prélude à la première édition du Tour Cyclisme Grand Prix ORTM, la commission d'organisation, avec à sa tête le directeur général adjoint de l'ORTM et le président de la Fédération malienne de cyclisme, a été reçu ce matin par le gouverneur de Bamako et les présidents de la délégation spéciale de la mairie du district. Objectif est inviter officiellement les autorités administratives et municipales tout en leur demandant conseil pour le bon déroulement de cet événement. Les détails avec Salif Ouedraogo. La mairie du district de Bamako a été la première étape de cette série de visites de courtoisie aux autorités municipales et administratives de Bamako. À sa tête, le DGA de l'ORTM et le président de la Fédération malienne de cyclisme. La délégation de la commission d'organisation de la première édition du Tour cycliste Grand Prix ORTM est venue solennellement annoncer l'événement au président de la délégation spéciale. L'occasion faisant le larron, les visiteurs ont saisi cette opportunité pour lui expliquer la dimension politique de l'événement étendu à tous les pays de l'AES. L'ORTM et la Fédération de cyclisme ont bien voulu organiser une course cycliste dénommée Grand Prix cycliste de l'ORTM ce dimanche 6 avril au niveau du boulevard de l'Indépendance à partir de 8h. Nous avons bien voulu rapprocher les autorités pour solennellement leur remettre les lettres d'invitation d'abord, puis ensuite les cartes d'invitation. La démarche de la commission d'organisation trouve écho favorable. Les autorités municipales apprécient l'initiative et se réjouissent du choix de leur cité. Nous sommes vraiment honorés de cette initiative de l'ORTM. Ça concerne l'AES. L'AES c'est l'avenir, l'AES c'est le projet porteur, l'AES c'est la solution. Après la mairie du district de Bamako, cap est mis sur le gouvernorat pour le même exercice. Les autorités ont souhaité une bonne organisation afin d'offrir aux sportifs une belle fête du vélo. Cette audience a permis aux organisateurs de faire le point des préparatifs aux autorités et solliciter leurs conseils et accompagnement pour le bon déroulement de cet événement sportif. À noter que le Tour cycliste Grand Prix ORTM se tiendra dimanche le 6 avril prochain. Page noire de cette édition, l'honorable Djikine Atumagaku a reçu ce matin les honneurs de ses collègues et toute la nation. Les obsèques se sont déroulées au stade du 26 mars en présence du président du Conseil national de transition et de plusieurs personnalités venues faire les adieux. Les temps forts de cette cérémonie pleine d'émotions avec Alousseni Touri. Les adieux de la nation à une de ses filles au parcours inspirant. Au nombre des présents, le président du Conseil national de transition, l'honorable Malik Diaw. La relation entre les deux personnalités était celle de mère et fils. D'ailleurs, il a été souvent à son chevet au cours de cette maladie qui l'a emporté. Les collègues de la défunte, venus nombreux, ne tarissent pas d'éloges à son égard. Honorable Djikine Atumagaku, une femme qui a dédié sa vie à une lutte implacable contre l'exclusion. Une dame qui a porté au firmament les personnes vivant avec un handicap. Une dame qui a dédié sa vie à notre nation, imbue d'un patriotisme indescriptible. Une dame de cœur. Le CNT est une famille. Et en tant que présidente du réseau des femmes parlementaires, vraiment je peux dire que Atouma est une personnalité exceptionnelle. C'est une personne qui a toujours essayé de coudre le tissu entre nous. Le dernier message que j'ai d'elle, je lui avais dit que je partais à la Mecque. Elle m'a laissé un message en me disant: il faut prier pour le Mali, il faut prier pour moi, il faut prier pour nous tous. C'est une grosse perte pour nous, membres de la commission des travaux publics des domaines des transports et de l'habitat du CNT. Une grosse perte pour le CNT et une grosse perte pour la nation tout entière. Son intelligence lui a permis d'être vraiment un bon arbitre partout où elle passait. Et elle dégageait une certaine sérénité, une certaine confiance. Dans l'oraison funèbre prononcée
par l'honorable Amaï Founé Mahalmadan au nom du président du CNT, un hommage solennel a été rendu à l'illustre disparu. Sa détermination, son engagement pour un Mali debout et prospère et pour une Afrique plus forte y ont été soulignés. La concrétisation en 2021 du décret d'application de la loi 2020-027 du 12 juin 2018 a été un de ces grands combats. En effet, l'application de ce texte a conduit à l'admission de 62 personnes en situation de handicap, conformément au quota de 15% du nombre total des admis lors du recrutement à la fonction publique. Toujours à travers son plaidoyer, 42 personnes ont été intégrées à la fonction publique à titre exceptionnel par le président de la transition. Djikine Atouma Gakou laisse derrière elle des amis et des camarades de lutte qui n'étaient pas forcément préparés à s'en séparer. Laquelle d'entre toi et moi, toutes les deux, filles des instituteurs de feu Ibrahim Bambi Gakou et de feu Mamadou Guissé, pouvait simplement imaginer, en classe de 10e année au lycée Notre-Dame du Niger de Bamako, que nous attendions ensemble, très jeunes, une amitié de 50 ans, une confiance de 50 ans, une vie associative et une collaboration de plus de 30 ans qui se terminerait un jour si haut au sein de l'institution chargée d'adopter les lois de la nation malienne. Personne. L'officier de l'Ordre national a été honoré par la présence du grand chancelier de l'Ordre national. Celui-ci a relayé le sentiment de tout un peuple et de ses dirigeants à l'occasion de cette disparition monumentale. Notre douleur est immense. Elle est à la dimension de l'envergure de l'être que nous pleurons aujourd'hui. Les plus hautes autorités de notre pays ont si gré à notre sœur sa droiture, son altruisme, son patriotisme en la décernant la médaille d'officier de l'Ordre national du Mali. Une dernière prière d'adieu a été dite pour le repos éternel de l'honorable Atouma Gakou avant qu'elle puisse être inhumée dans l'intimité familiale. Dors en paix, Madame Djikine. Repose en paix, honorable. Point final donc à cette édition que nous avons eu le plaisir de vous présenter. Merci à toute l'équipe de réalisation et à vous de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur ORTM 1.